Un dimanche en politique avec nos éditorialistes Richard Verly du site blic.ch. Bonsoir, Richard. Et avec vous, Perrine Tarnaud de Public Sénat. Merci d'être avec nous. Bonsoir Estelle. Et on va commencer donc avec l'Afrique et avec vous, Richard. Oui, une visite africaine qui a démarré donc par ce sommet sur la forêt tropicale au Gabon et qui ensuite est devenue beaucoup plus politique au sens bilatéral du terme, avec cette fin en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où Emmanuel Macron a été interpellé directement sur une question très délicate pour la France qui est celle du Rwanda, parce que d'un côté, au Congo, on a demandé à Emmanuel Macron de sanctionner le Rwanda, de s'exprimer contre la présence rwandaise dans l'est du Congo, mais de l'autre, on sait que sur beaucoup de dossiers, la France est partenaire de ce pays et qu'Emmanuel Macron a de bonnes relations avec Paul Kagame, donc on a bien vu les limites du en même temps. Voilà, les limites du en même temps, et là on voit les images donc, de son étape au Congo, Brazzaville aussi, puisque c'était l'une des étapes, il y a l'Angola et le Gabon. Où là aussi, on l'a vu face à un dirigeant, Denis Sassou Nguesso, qui est depuis très longtemps au pouvoir. 40 ans. Absolument, donc un dirigeant typique de la France-Afrique, dont Emmanuel Macron a annoncé l'horizon funèbre. Oui, effectivement, que c'était révolu. Alors, je rappelle le titre de votre édito, d'ailleurs, Richard, j'en profite. En Afrique, le Rwanda impose sa loi à la France, à lire sur blic.ch. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le bilan de cette tournée africaine pour vous, Perrine? Eh bien justement, c'est le faible écho qu'on a eu de cette tournée africaine, du moins en France. Je trouve qu'il y a eu peu d'écho, d'une part, dans les médias, et puis on a du mal aussi à voir un petit peu quels sont les objectifs recherchés par Emmanuel Macron dans cette tournée africaine. Alors, il a parlé de partenariats économiques, notamment en Angola. Voilà, alors on comprend bien effectivement qu'il y a un enjeu, qu'il y a une dimension stratégique immense d'un point de vue économique, au-delà de la dimension militaire, puisqu'Emmanuel Macron a dit que les bases françaises en Afrique c'était fini, à part Djibouti. On voit aussi effectivement que la France est obligée de réagir au fort ressentiment anti-français dans certains pays, notamment ceux du Sahel, les anciennes colonies françaises. Donc il faut bouger. On voit bien qu'Emmanuel va un peu plus sur le terrain économique, qui lui ressemble plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que au-delà de ces enjeux, j'ai envie de dire, très généraux, on a du mal à avoir un écho important de cette visite en Afrique. Peut-être que ça va venir dans les jours qui viennent. Pour vous, c'était quand même assez flou. Oui, c'était un peu flou. Alors c'est vrai qu'on a été longtemps habitués en France à voir les grands bains de foule, par exemple, de Jacques Chirac en Afrique. Donc tout ça, on a bien compris que c'était complètement fini. Et j'ai envie de dire, tant mieux. La France-Afrique, Emmanuel Macron a fermé la porte, il a tourné la page. Mais c'est vrai que maintenant, il faut voir un peu quelle stratégie il faut maintenant développer pour contrer la Chine, qui depuis plusieurs décennies maintenant a un pied très fort d'un point de vue économique en Afrique, et puis surtout la Russie, avec le déploiement des forces Wagner, etc., dont on peine à voir quelle est la stratégie là aussi finale. Oui, sans oublier la Turquie. Effectivement, il y a beaucoup de partenaires en Afrique aujourd'hui et la France doit s'imposer. Alors maintenant, retour en France pour Emmanuel Macron, avec en ligne de mire non pas la venue du Premier ministre britannique, ce sera vendredi prochain pour une nouvelle étape entre les deux pays, mais c'est le mardi 7 mars, on y est presque, le mardi noir, la France à l'arrêt, la réforme des retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur ce plateau. Alors je vais redonner la parole à Perrine Tarnaud, parce que vous, en fait, vous êtes à l'heure du Sénat, et les sénateurs qui travaillent encore aujourd'hui sur ce projet de réforme. Alors effectivement, le Sénat a commencé l'examen de la réforme des retraites jeudi dernier, jeudi 2, et il poursuit cet examen jusqu'au dimanche 12 mars inclus. Donc le Sénat s'est fixé 11 jours pour essayer d'aller au bout de l'examen de ce projet de loi. On va dire que par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, là on est dans une discussion qui est beaucoup plus cordiale. Certes, il y a de l'obstruction de la part de la gauche, mais c'est une obstruction, j'ai envie de dire, là aussi cordiale, respectueuse. Il n'y a pas d'invectives, il n'y a pas d'injures, comme on a pu les voir et les entendre à l'Assemblée nationale. Donc le texte avance, bon an, mal an, il fait son chemin. On en est aujourd'hui à l'article 2. Donc l'article 2 du texte est celui qui fixe l'index senior, auquel la droite sénatoriale veut adosser un CDI senior. L'objectif de la gauche au Sénat, c'est de pouvoir en fait examiner le fameux article 7 de la réforme, celui qui fixe l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans, mardi 7, justement, jour de la grande grève, ou en tout cas le début des grèves reconductibles. Et puis après, de voir si le Sénat arrive à adopter définitivement, aller jusqu'au bout de ce projet de loi. Alors Richard Verly, effectivement, donc, on voit que les sénateurs sont à pied d'œuvre. Je noterai juste la petite phrase de Gabriel Attal, un ministre chargé des comptes public, qui dit « Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, mais la République », ce qui conforte ce que vous dites. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Oui, alors d'un côté, le gouvernement dramatise cette journée du 7 mars. On a entendu Clément Beaune, le ministre des Transports, dit que ce serait l'une des pires journées en termes de blocage. Donc on voit bien que le gouvernement fait monter la pression populaire, en gros en disant à l'opinion, ce sont les syndicats qui vont bloquer et si ça se passe mal, ce sera de leur faute. C'est quand même une tactique un peu problématique. D'un autre côté, au Parlement, effectivement, la partie sénatoriale se déroule bien mieux qu'à l'Assemblée nationale, mais avec une grande question, que va-t-il se passer si à un moment donné, au Sénat, les choses se crispent? On le saura cette semaine. Et si le texte ne devait pas être voté complètement par le Sénat, à ce moment-là, il repartirait vers l'Assemblée nationale sans avoir été voté ni par une chambre ni par l'autre. Ce serait quand même un cas de figure compliqué institutionnellement et on en arriverait à une réforme qui serait en quelque sorte imposée par le gouvernement, ce qui est la pire des solutions dans un moment de crispation sociale important. Encore une fois, le test de ce mardi, c'est d'abord la mobilisation. À savoir si encore 2,5 millions, ce qui est à peu près les chiffres de Français, vont descendre dans la rue, mais surtout la partie blocage. Qu'est-ce qui va bloquer et est-ce que les blocages vont s'installer dans la durée? Parce que si on va vers une France bloquée et que ça dure, à ce moment-là, pour le gouvernement, la partie va devenir quand même nettement plus compliquée. Alors effectivement, les routiers ont dit qu'ils allaient rentrer dans ce mouvement de grève. Est-ce que c'est ça qui va se jouer? Est-ce que ça va se continuer? Enfin, est-ce que ça va se poursuivre? La mobilisation, comme disait Richard Verly, qui a le plus à perdre en fait mardi? Oui, et puis surtout, ce qui va se poursuivre, c'est l'unité syndicale. J'ai bien écouté Laurent Berger. Il va poursuivre vraiment cette unité syndicale parce qu'on aurait pu craindre à un moment que la CFDT allait se désolidariser de grèves reconductibles qui sont moins dans l'ADN de la CFDT. Donc là, pour l'instant, l'unité syndicale, elle est forte, elle tient, elle va continuer. Effectivement, c'est un danger majeur pour le gouvernement, notamment si le texte ne va pas jusqu'au bout au Sénat, si le Sénat n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que la gauche aura trop fait traîner les choses. Du coup, le gouvernement va se retrouver avec une réforme qui n'aura été votée ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat. Et du coup, il y a un risque aussi d'inconstitutionnalité de ce texte, parce qu'à partir du moment où il n'aura été voté par aucune des deux chambres, ce qui sera sans précédent pour l'instant dans l'histoire de la Ve République, et notamment pour un texte budgétaire, puisque cette réforme des retraites est adossée à un texte budgétaire, il faudra voir s'il est sanctionné ou pas par le Conseil constitutionnel. Voilà, vous êtes d'accord, vous partagez la même analyse? Oui, je pense que la grande difficulté pour le gouvernement actuellement, c'est de démontrer que sur ce texte, il y a une majorité. On savait depuis le début que ça allait être l'enjeu, mais on le voit bien maintenant. Or, cette majorité, elle ne peut être composée que de la majorité relative actuelle présidentielle, avec l'appui des Républicains, c'est-à-dire de la droite traditionnelle. Est-ce que ce pari-là, qui est le pari d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, est-ce qu'il va se vérifier? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, en tout cas une bonne partie des Républicains, qui se demandent si leur avenir est d'être la force d'appoint de ce gouvernement. Et on a bien vu l'attitude d'Aurélien Pradier, notamment. Oui, c'est très important ce que dit Richard, parce que je le sens bien au Sénat, notamment le Sénat qui est plutôt dans la ligne du gouvernement sur cette réforme des retraites, puisque ça fait plusieurs années qu'il vote un amendement pour instaurer la retraite à 64 ans. Mais on sent bien que tout d'un coup on commence à sentir quelques hésitations sur est-ce qu'il faut vraiment aller au bout de ce texte, est-ce que finalement cette réforme sera votée grâce au LR, et donc certains effectivement commencent à être moins à l'aise avec cette situation politique, et puis effectivement il y a Aurélien Pradier qui continue à jouer sa propre carte politique en disant qu'il va rencontrer Berger, donc le leader de la CFDT mercredi, donc lui il continue à jouer la carte du gaullisme social. Alors justement, juste une toute petite réaction sur, on parle des Républicains, il y a eu cette une de ce de ce journal, l'Incorrect, avec toute la jeunesse, donc, mais l'Alliance des droites, alors celle pour l'instant qui n'est pas du tout d'actualité, mais là il y avait donc les présidents de Reconquête, du Rassemblement national, des Républicains, c'est un coup médiatique, politique? Bon, de la part de l'Incorrect, c'est pas du tout étonnant, puisque l'Incorrect est porteur de cette ligne-là, de l'Union des droites version Éric Zemmour. Donc qu'il fasse la promotion de ça, ce n'est pas étonnant. Moi, je pense qu'il y a une réalité derrière ça. C'est-à-dire que les Républicains sont quand même confrontés à un choix, on pourrait dire, pour les 4 ans à venir. Soit ils sont les supplétifs du gouvernement dans l'espoir qu'après Emmanuel Macron, ce sera leur tour, soit ils choisissent de ne pas soutenir le gouvernement, et à ce moment-là, il leur faudra bien trouver une ligne, et le grand risque sera celui de l'éclatement de leur groupe. Voilà, merci à tous les deux d'avoir participé à ce dimanche en politique.